Je m'appelle Camille. J'ai 42 ans et demi, l'âge où l'on commence à compter les rides comme des médailles d'une guerre qu'on n'a pas choisie. J'habite toujours la même maison de maître dans le quartier des Charmilles, à Genève, cette enclave bourgeoise où les haies sont taillées au millimètre et où l'on se salue d'un signe de tête poli sans jamais vraiment se regarder dans les yeux. De l'extérieur, rien n'a changé. La façade crème, les volets bleu nuit, le rosier iceberg qui grimpe le long du mur sud et que j'arrose encore chaque matin, machinalement, comme on caresse un chat mort depuis longtemps. À l'intérieur, c'est une autre histoire. Les rideaux restent tirés jusqu'à midi, la lumière du couloir brûle 24 heures sur 24, et l'air sans le renfermer, le café froid et cette odeur indéfinissable de défaite qui colle au tapis perçant. Je me souviens du jour où nous avons signé l'acte d'achat. C'était en mai 2008, il faisait un soleil insolent, le genre de lumière qui donne envie de croire aux contes de fées. Marc portait une chemise bleu ciel que je lui avais choisie chez Globus, il serrait ma main si fort que j'ai cru qu'il voulait me la broyer d'amour. Le notaire, un vieux monsieur à moustache blanche, nous avait souri avec indulgence, vous formez un si beau couple. Marc avait ri, m'avait embrassé devant tout le monde, et avait lancé à la cantonade, c'est notre palais, Camille. On va être heureux ici jusqu'à la fin des temps. J'avais ri aussi. J'étais enceinte de 6 semaines, je ne le savais pas encore. 15 ans plus tard, le palais est devenu une forteresse où je suis l'unique prisonnière, et lui, le geôlier qui a jeté la clé. Le glissement a été si lent que je n'ai pas vu venir le gouffre. D'abord les petites phrases, lancées comme des confettis empoisonnés. Tu as encore pris 1 kilo, non, devant le miroir de la salle de bain pendant que je me brossais les dents, la mousse blanche aux lèvres. Je riais jaune, je rentrais le ventre. Puis les absences. Il rentrait à 2, 3 heures du matin, sentant le parfum sucré et la cigarette froide. Réunion tardive, disait-il sans me regarder. Je hochais la tête, je réchauffais le dîner qu'il ne mangeait pas. Ensuite les silences. Des jours entiers sans un mot. Il lisait Le Temps dans la cuisine, les yeux plissés derrière ses lunettes, pendant que je parlais dans le vide de la table en chêne. Je racontais la maîtresse d'école, la grippe de Léo, la fuite d'eau dans la buanderie. Il tournait la page. J'ai commencé à compter les humiliations comme d'autres comptent les pas sur un podomètre. Tu es pathétique, Camille. Franchement, qui voudrait encore de toi? Regarde-toi dans une glace, parfois. Il le disait doucement, presque tendrement, comme on flatte un chien avant de lui donner un coup de pied. Les enfants, eux, ne voyaient rien. Ou faisaient semblant. Ma belle-mère, en revanche, voyait tout. À chaque repas dominical, elle me scrutait par-dessus ses lunettes à monture dorée, un sourire pincé aux lèvres. Alors, Camille, toujours au foyer? Tu as bien de la chance que mon fils subvienne à tes besoins. À ton âge, certaines femmes doivent encore travailler. Les cousins riaient dans leur barbe. Je baissais les yeux sur mon assiette de rôti trop cuit. J'ai maigri de 10 kilos en 18 mois. Mes robes flottent comme des drapeaux de reddition. Les voisins me croisent dans la rue et détournent le regard. Pauvre Camille, murmure-t-il derrière mon dos, assez fort pour que j'entende. Je suis devenue transparente. Même le facteur ne sonne plus, il glisse le courrier directement dans la boîte, comme si la maison était déjà inhabitée. Je me souviens du jour où j'ai compris que j'avais disparu, même pour moi-même. C'était un mardi de novembre, il pleuvait des cordes. J'étais au supermarché Migros des Charmilles, je poussais mon caddie dans l'allée des pâtes. Une ancienne camarade de lycée, Valérie, m'a croisée. Elle m'a regardé, a froncé les sourcils, puis a souri. Camille? Mon Dieu, c'est toi? Je ne t'avais pas reconnu. Tu as changé. Changé. Le mot m'a transpercé. J'ai regardé mon reflet dans la vitre des surgelés, cheveux ternes, cernes violets, manteau trop grand. J'ai payé mes courses en tremblant. Dans la voiture, j'ai pleuré si fort que les essuie-glaces n'arrivaient plus à suivre. À la maison, Marc n'a même pas remarqué mes yeux rougis. Il était au téléphone dans son bureau, porte fermée. J'ai entendu des rires, une voix féminine. J'ai collé l'oreille contre le bois. Oui, mon cœur, demain soir, même hôtel, je t'apporterai les boucles d'oreilles. J'ai reculé comme si on m'avait brûlé. J'ai monté l'escalier sur la pointe des pieds, je me suis enfermée dans la salle de bain, j'ai vomi le sandwich que je venais d'avaler. Les semaines suivantes ont été un brouillard.
Je dormais mal, je mangeais à peine. Je passais des heures assise dans le salon, à regarder les aiguilles de l'horloge murale tourner. Marc rentrait de plus en plus tard. Parfois pas du tout. Il laissait des traces, un ticket de parking pour l'hôtel Président Wilson, une facture de restaurant pour 2 personnes, un string en dentelle noire dans la poche de son costume gris. Je collectionnais les preuves dans une boîte à chaussures, sous mon lit, comme une folle qui prépare son propre procès. À ma belle famille, elle, s'en donnait à cœur joie. À chaque repas, c'était le même rituel. Ma belle-sœur Isabelle me demandait, la bouche en cœur, alors, Camille, toujours pas de projet professionnel? Mon beau-frère Patrick riait, laisse-la, elle est décorative, c'est déjà beaucoup. Marc ne disait rien. Il regardait son téléphone sous la table, souriait à des messages que je ne pouvais pas lire. Une fois, j'ai osé, Marc, tu pourrais au moins faire semblant d'être là. Il a levé les yeux, agacé. Quoi, encore une crise? Tu ne peux pas juste profiter du repas comme tout le monde? Le pic, je l'ai senti venir comme on sent l'orage dans les os. C'était le dimanche de Pâques 2024. Ma belle-mère avait organisé le grand repas annuel dans leur maison de colonie, vue sur le lac, parc avec pont, tout le tremblement. 50 personnes. J'avais passé la matinée à éplucher des asperges et à dresser la table avec l'argenterie. Marc, lui, était en réunion jusqu'à 16h. Il est arrivé à 17, parfumé, rasé de près, une bouteille de champagne à la main. Il a embrassé tout le monde sauf moi. Le repas a commencé. Les huîtres, le saumon fumé, les discours. Marc buvait trop, riait trop fort. Il était assis à l'autre bout de la table, entre sa cousine Sophie et une blonde que je ne connaissais pas. Sophie portait une robe rouge trop courte, des talons trop hauts. Elle riait à tout ce qu'il disait, posait sa main sur son bras, jouait avec sa cravate. J'ai vu Marc glisser sa main sous la table, sur la cuisse de Sophie. J'ai vu Sophie rougir. J'ai vu ma belle-mère sourire dans sa barbe. Puis Sophie a renversé son verre de vin blanc sur ma robe en lin beige. Oh pardon, Camille, je suis tellement maladroite, a-t-elle gloussé. Le vin a coulé sur mes genoux. Marc s'est levé d'un bond, a attrapé une serviette, s'est agenouillé devant elle pour éponger la tache sur sa jupe. Ma chérie, ça va, a-t-il murmuré assez fort pour que toute la tablée l'entende. Ma chérie. Le mot m'a coupé le souffle. Je suis restée figée, la bouche ouverte, la robe trempée. Ma belle-mère a pouffé dans son verre. Camille, tu pourrais au moins dire merci, il s'occupe mieux de Sophie que de toi depuis des années. Rire étouffé autour de la table. Marc continuait à frotter la jupe de Sophie, ses mains montant un peu trop haut sur ses cuisses nues. J'ai senti la nausée monter. J'ai posé ma serviette, je me suis levée. Ma chaise a raclé le parquet comme un cri. Dans la voiture du retour, il a conduit en silence. J'ai attendu une explication, une excuse, n'importe quoi. Il a allumé la radio. France Inter. Un débat sur l'égalité homme-femme. J'ai éclaté d'un rire hystérique. Il a monté le volume. À la maison, j'ai enlevé ma robe souillée et je l'ai jetée dans la poubelle de la cuisine. Marc est monté directement dans son bureau. J'ai entendu le cliquetis de son clavier. Il envoyait des messages. À elle. Évidemment. J'ai descendu une bouteille de gin dans la buanderie, je me suis assise par terre parmi les paquets de lessive, et j'ai bu au goulot jusqu'à ce que le monde tourne lentement. J'ai pleuré sans bruit, la joue contre le carrelage froid. J'ai vomi. J'ai dormi là, roulé en boule comme un animal blessé. Le lendemain matin, il m'a réveillé en me secouant l'épaule. Lève-toi, tu pues l'alcool. Et fais du café, j'ai un rendez-vous à 9h. J'ai ouvert les yeux. Il était déjà impeccable, costume anthracite, cravate bleu roi. J'ai vu la marque de rouge à lèvres sur le col de sa chemise blanche. Pas ma couleur. J'ai refermé les yeux. Il a claqué la porte. Ce jour-là, j'ai compris que le mépris avait atteint son apogée. Il ne me frappait pas encore. Il n'en avait pas besoin. Ses mots, ses gestes, ses absences, ses trahisons publiques faisaient déjà le travail. J'étais devenue une ombre dans ma propre maison. Une ombre qu'on efface d'un revers de main. Une ombre qu'on oublie même d'insulter, parce qu'elle ne mérite plus l'effort. Le 28 septembre 2025,
ma belle-mère fêtait ses 70 ans dans la grande maison de Corsier, celle avec la terrasse qui surplombe le lac et les cyprès taillés en cône. J'avais passé la semaine à préparer le menu avec elle, foie gras maison, turbot au beurre blanc, millefeuilles aux framboises. J'avais même repassé les nappes en lin brodé à la main, celles qu'elle sort seulement pour les anniversaires importants. À 17h, j'étais déjà là, en robe noire toute simple, escarpin verni, cheveux relevés en chignon bas. Marc, lui, était retenu au bureau. Il est arrivé à 20h30, cravate desserrée, joues roses, un bouquet de roses blanches à la main. Pour sa mère, évidemment. Il m'a à peine effleuré la joue. « Tu as fait la tarte aux pralines ?» a-t-il demandé sans attendre la réponse. J'ai hoché la tête. Il s'est éloigné vers le bar. Et la soirée a commencé comme toutes les autres, rire trop fort, compliments hypocrites, champagne qui coule. J'étais assise entre ma belle-sœur Isabelle et une tante éloignée qui me parlait de ses hémorroïdes. Marc, lui, trônait à l'autre extrémité de la table, entre Sophie et une femme que je n'avais jamais vue, une blonde platinée en robe moulante dorée. Ils ne cessaient de remplir leurs verres, de leur toucher l'épaule, de rire à leurs blagues. À un moment, Sophie a renversé son verre sur la nappe. Marc s'est précipité avec sa serviette, s'est agenouillé devant elle comme un chevalier servant. « Ma puce, attention, tu vas te mouiller », a-t-il murmuré. « Ma puce ». Le mot m'a transpercé plus sûrement qu'une lame. Vers 22h15, le dessert venait d'être servi. J'avais réussi ma tarte, même ma belle-mère l'avait reconnue d'un hochement de tête. Les assiettes circulaient. Sophie, rouge de vin et d'excitation, s'est levée d'un bond, son verre à la main. « Un toast » a-t-elle crié. Tout le monde s'est tu. Elle a vacillé légèrement, a posé une main sur l'épaule de Marc pour garder l'équilibre. À la santé de Marc, le meilleur amant que j'ai jamais eu. Un éclat de rire général. J'ai souri poliment, pensant à une blague de mauvais goût. Puis elle a continué, plus fort, « Non mais sérieusement, ça fait 8 mois qu'on baise ensemble, et je peux vous dire qu'il assure grave. Il m'a même promis qu'il allait quitter sa coincée de femme avant Noël. » Le silence est tombé comme une hache. 50 personnes figées, fourchette en l'air. J'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai regardé Marc. Il était blanc comme un linge, la bouche ouverte. Sophie a ri, fière de son effet. Quoi ? Tout le monde était au courant sauf elle. Ma belle-mère a ricané dans son verre. Isabelle a baissé les yeux. Patrick, mon beau-frère, a sifflé entre ses dents. J'ai ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. J'ai posé ma cuillère, lentement, comme dans un rêve. Marc s'est levé si brutalement que sa chaise est tombée à la renverse. Il a contourné la table en 3 enjambées, les veines du cou gonflées. Je pensais qu'il allait me prendre dans ses bras, me dire que c'était faux, que cette fille était folle. Au lieu de ça, il s'est planté devant moi, les poings serrés. « Tu vas encore faire ta victime, Camille ?» a-t-il hurlé. Sa voix a résonné sous les lustres en cristal. J'ai secoué la tête, muette de stupeur. Et elle a levé la main. J'ai vu le geste avant de le sentir. Sa paume s'est abattue sur ma joue droite avec une force que je n'aurais jamais imaginée. Le claquement a été sec, net, comme une branche qui se casse en deux. Ma tête a basculé sur le côté, j'ai percuté le dossier de la chaise. Le goût du sang a envahi ma bouche instantanément. Ma lèvre inférieure s'était fendue sur mes dents. J'ai entendu un « oh » collectif, puis plus rien. Le silence total. Je suis resté là, sonné, la joue en feu. Marc tremblait de rage, les yeux injectés de sang. « Tu me fais honte depuis des années ?» a-t-il craché. Sophie a applaudi lentement. « Bravo, mon chéri. Enfin quelqu'un qui te remet à ta place. » Ma belle-mère a hoché la tête, satisfaite. Il était temps. Je me suis levée. Le monde tournait autour de moi. J'ai senti le sang couler sur mon menton, goûter sur ma robe noire. Personne n'a bougé. Pas une main tendue, pas un mouchoir. J'ai marché jusqu'à la porte, les talons claquant sur le marbre. Chaque pas était une explosion dans ma tête. Dans l'entrée, j'ai attrapé mon manteau, mon sac. J'ai entendu Marc crier derrière moi, « Vas-y, barre-toi. On sera tous plus tranquilles sans ta tronche de dépressive. »
La porte a claqué si fort que les vitraux ont tremblé. Point dehors, il pleuvait à verse. Une pluie froide, violente, qui me fouettait le visage. J'ai descendu l'allée de gravier en titubant, les escarpins qui s'enfonçaient dans la boue. J'ai vomi dans les hortensias, agenouillé, les mains dans la terre. Le sang et la bile se mélangeaient à l'eau de pluie. J'ai appelé un Uber avec des doigts qui ne m'obéissaient plus. Le chauffeur, un jeune maghrébin, m'a regardé dans le rétroviseur. « Madame, vous saignez beaucoup. » « Hôpital ?» J'ai secoué la tête. 14 chemin des Tulipiers, Charmilles. Dans la voiture, je me suis regardé dans le miroir du pare-soleil. Ma joue était déjà violette, ma lèvre ouverte sur 3 cm. J'avais du sang sur les dents. J'ai sorti un mouchoir en papier, j'ai appuyé dessus. Le chauffeur m'a tendu une bouteille d'eau. Tenez. J'ai bu. L'eau avait un goût de fer. Arrivé à la maison, j'ai payé, je suis sorti sous la pluie. J'ai ouvert la porte avec des mains tremblantes. Le silence m'a englouti. J'ai allumé toutes les lumières. Je me suis regardé dans le grand miroir de l'entrée. J'étais méconnaissable. Une inconnue battue. J'ai enlevé mes chaussures, je suis monté à l'étage. Marc n'était pas là. Évidemment. J'ai pris mon téléphone. Minuit 47, j'ai appelé Maître Dunant. Elle a répondu à la 3e sonnerie, voix ensommeillée. Camille ? J'ai essayé de parler. Ma lèvre me brûlait. Il m'a frappé. Devant tout le monde. Silence. Puis, j'arrive. Ne touchez à rien. Prenez des photos. Maintenant. J'ai raccroché. J'ai ouvert l'appareil photo. Flash. Ma joue. Flash. Ma lèvre. Flash. Le sang sur mon menton. J'ai envoyé tout à Maître Dunant. J'ai descendu une valise du grenier. J'ai mis 3 pulls, 2 jeans, mes papiers, mon passeport, les bijoux de ma mère. J'ai ouverté sur l'ordinateur. J'ai changé tous les codes bancaires. J'ai transféré 50 000 francs sur mon compte personnel, celui qu'il ne connaissait pas. J'ai bloqué ses cartes. J'ai changé le code du portail électrique. J'ai verrouillé la porte d'entrée à double tour. À 2h14, j'ai entendu sa Porsche rugir dans l'allée. Il a tambouriné à la porte. Camille. Ouvre, putain. Je suis désolé, c'était l'alcool, la pression, tout. Sa voix était rauque, désespérée. J'ai monté le volume de la télé. Netflix. Une série avec des fusillades. J'ai mis le son à fond. Ses cris se sont perdus dans les explosions. Et elle a frappé pendant 40 minutes. Il a essayé la porte de service. Le code ne marchait plus. Il a jeté des cailloux contre la fenêtre de la chambre. J'ai fermé les volets électriques. Il a hurlé mon nom jusqu'à s'en casser la voix. Puis plus rien. Le silence. J'ai regardé par la caméra de surveillance. Il était assis sur les marches, tête entre les mains, sous la pluie. J'ai éteint l'écran. Je me suis assise sur le canapé, les jambes repliées sous moi. J'ai touché ma joue. Elle était brûlante, gonflée. J'ai pris un sac de petits pois surgelés dans le congélateur, je l'ai posé dessus. J'ai regardé la marque dans le reflet de la télé noire. J'ai souri. Pas de joie. Juste une certitude glaciale, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase. Non. C'était le vase entier qui venait de voler en éclats. À 4h du matin, je n'avais toujours pas dormi. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai écrit un mail à mes enfants, partis en voyage scolaire à Rome. Tout va bien. Je vous aime. On se voit dimanche. J'ai supprimé l'historique. J'ai effacé les messages de Marc. Tous. J'ai pris une douche brûlante. L'eau piquait ma lèvre fendue. J'ai enfilé un jogging gris, un sweat trop grand. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. J'ai répété à voix haute, tu ne pleureras pas. Pas devant lui. Jamais. À 6h30, le jour se levait, gris et sale. J'ai fait du café. J'ai bu 3 tasses, noires, sans sucre. J'ai appelé un serrurier d'urgence. Changement complet des serrures, aujourd'hui, 10h.
J'ai appelé une entreprise de déménagement. 2 hommes, demain matin, pour vider le bureau de monsieur. J'ai appelé la banque. Blocage total des comptes joints jusqu'à nouvel ordre. J'ai appelé le détective privé que Maître Dunant m'avait recommandé. Suivez-le. Tout. Photos, vidéos, factures. Facturez-moi double si nécessaire. À 8 heures, Maître Dunant était là, tailleur impeccable, visage grave. Elle a pris des photos supplémentaires. Elle a rempli le formulaire de plainte pour violence conjugale. Elle a appelé le procureur. Ordonnance de protection en urgence, oui, aujourd'hui même. Elle m'a regardé dans les yeux. Camille, vous êtes prête? J'ai hoché la tête. Plus que jamais. À 11 heures, les serruriers sont arrivés. Ils ont changé toutes les serrures, y compris celles du garage. J'ai gardé les nouvelles clés dans ma poche. À 14 heures, l'huissier est passé. Constat d'huissier pour les blessures. Photo professionnelle. À 16 heures, j'ai reçu l'ordonnance. Marc avait interdiction d'approcher à moins de 500 mètres de la maison ou de moi. Amende de 10 000 francs en cas de violation. À 19 heures, il a essayé de revenir. La police l'attendait déjà. Je l'ai vu par la caméra. 2 agents l'ont intercepté devant le portail. Il hurlait, gesticulait. Ils l'ont menotté. Il a passé la nuit au poste de police de Plainpalais. Je me suis assise dans le salon, toutes lumières allumées. J'ai ouvert une bouteille de Château Margaux 2005, celle qu'on gardait pour nos 20 ans de mariage. J'ai rempli un verre. J'ai trinqué avec mon reflet dans la fenêtre. À ta liberté, Camille. J'ai bu. Le vin avait un goût de sang et de victoire. Je n'ai pas pleuré. Pas une larme. J'ai juste regardé la marque sur ma joue dans le miroir. Elle était violette, presque noire. J'ai touché la boursouflure du bout des doigts. J'ai souri. Cette marque, c'était la dernière qu'il laisserait jamais sur moi.et quelque part, au fond de moi, une petite voix froide et calme a murmuré, maintenant, c'est à mon tour. Le lendemain matin, le 29 septembre 2025, je me suis réveillée à 6 heures précises, le visage encore gonflé mais l'esprit plus clair que jamais. La maison était silencieuse, trop grande, trop propre. J'ai descendu l'escalier en tenant la rampe comme une vieille femme, les clés neuves tintant dans la poche de mon peignoir. Dans la cuisine, j'ai fait couler un café long, noir, brûlant. Je l'ai bu debout, adossé au plan de travail, en regardant par la fenêtre les rosiers que j'arrosais autrefois pour lui faire plaisir. Aujourd'hui, je les arroserai pour moi. À 7h30, Maître Dunant m'a appelé. L'ordonnance de protection est signée. Il a passé la nuit en cellule de dégrisement. Il est libre, mais il sait qu'il ne peut plus approcher. On attaque sur tous les fronts, plainte pénale pour violence, demande de divorce pour faute exclusive, saisie conservatoire sur les comptes. Vous êtes prête à aller jusqu'au bout? J'ai répondu sans hésiter, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à perdre. Les jours suivants ont été une guerre froide parfaitement orchestrée. J'ai emménagé dans l'appartement de ma mère, rue des Rois, un 3 pièces lumineux que je n'avais pas ouvert depuis son décès. J'ai tout lavé, tout aéré, tout repeint en blanc cassé. J'ai acheté un nouveau lit, un bureau en chêne clair, une plante monstra qui touche presque le plafond. Chaque soir, je dormais 8 heures d'un trait, sans somnifère, sans rêve de lui. Marc, lui, a d'abord cru que c'était du bluff. Il m'a bombardé de messages, d'abord la colère, tu me pourris la vie pour une gifle? T'es devenue folle, puis la négociation, je te donne 50 000 francs et on oublie tout, enfin les supplications, Camille, je t'en supplie, reviens, je suis perdu sans toi. J'ai tout archivé. Je n'ai répondu qu'une seule fois, tu auras de mes nouvelles par voie d'huissier. Le détective que j'avais engagé, un ancien policier nommé Serge, m'envoyait des rapports quotidiens. Photos de Marc et Sophie quittant l'hôtel Beau Rivage à 2 heures du matin, facture du restaurant Le Fleury pour des dîners à 800 francs, relevé de carte American Express où mon nom figurait encore comme cotitulaire. J'ai tout imprimé, tout classé dans des chemises cartonnées étiquetées, adultère, détournement de fonds, violence. J'ai même retrouvé les virements qu'il avait faits à Sophie, 68 000 francs en 10 mois, prélevés sur notre compte épargne.
L'argent que j'avais économisé pour les études des enfants. Le 12 octobre, j'ai reçu le premier coup de fil de sa mère. Camille, tu exagères. Une gifle, ça arrive dans tous les couples. Tu vas détruire mon fils pour ça? J'ai laissé parler. Quand elle a eu fini, j'ai répondu calmement, votre fils a détruit notre couple le jour où il a levé la main sur moi devant 50 témoins. Vous étiez là. Vous avez applaudi. Ne m'appelez plus jamais. J'ai raccroché. Elle a rappelé 3 fois. J'ai bloqué son numéro. Le 25 octobre, j'ai fait saisir les comptes joints. Marc s'est retrouvé avec 42 francs sur son compte courant. Il a tenté de retirer de l'argent au distributeur de la banque Lombardier. Refusé. Il a appelé la banque en hurlant. On lui a répondu que l'ordre venait d'un juge. Il m'a envoyé un SMS. Tu vas me laisser crever de faim? J'ai répondu, tu as encore ton salaire. Apprends à vivre avec. Le 8 novembre, j'ai reçu les photos qui ont tout fait basculer. Serge avait suivi Marc jusqu'à un parking souterrain de Carouge. Il y avait retrouvé Sophie et une autre femme, une brune aux cheveux courts. Ils sont montés tous les 3 dans la Porsche. Serge a pris des clichés à travers la vitre, Sophie à l'avant, la brune à l'arrière, en train de déboutonner la chemise de Marc. J'ai zoomé sur les visages. J'ai reconnu la brune, c'était la stagiaire de son bureau, Léa, 24 ans. J'ai ri. Un rire froid, sans joie. J'ai imprimé les photos en grand format. J'ai écrit au dos, Joyeux Noël, Marc. Le 15 novembre, j'ai déposé la demande de divorce pour faute exclusive. Pièces jointes, constat d'huissier, photo médicale de ma joue, témoignage de 3 invités du dîner, relevé bancaire, photo du détective, capture d'écran de ses messages d'insultes. J'ai demandé la jouissance exclusive de la maison, la garde principale des enfants, une pension de 8 000 francs par mois, et la publication intégrale du jugement dans la Tribune de Genève. Le 24 décembre, veille de Noël, l'huissier a sonné à son nouveau studio de plein palais, un 35 mètres carrés meublé Ikea. Marc a ouvert en jogging, pieds nus, une bouteille de vodka à la main. L'huissier lui a tendu l'enveloppe. Marc a signé, blême. Il m'a appelé 47 fois en 2 heures. J'ai laissé sonner. À la 48e, j'ai décroché point. Camille? Joyeux Noël. Sa voix était cassée, méconnaissable. Joyeux Noël, Marc. Je t'en supplie, retire la plainte. Je vais tout perdre. La maison, les enfants, mon poste. Tu as déjà tout perdu le 28 septembre. Je suis désolée, je te jure, j'étais saoule, elle m'avait provoqué. Tu m'as frappé devant ta famille entière. Tu as choisi. Assume. Je vais me suicider, Camille. Je te le jure. Fais-le. Mais signe d'abord les papiers pour la maison. J'ai raccroché. J'ai ouvert une bouteille de Dom Pérignon 2008, celle qu'on gardait pour nos 25 ans de mariage. Je l'ai bu seule, sur le balcon de l'appartement de ma mère, face au jet d'eau illuminé. J'ai trinqué avec la nuit. À la liberté. Le 6 janvier 2026, l'audience de conciliation. Marc est arrivé en costume froissé, les yeux injectés de sang, pas rasé depuis une semaine. Il s'est effondré devant la juge. Je l'aime encore, madame. Je ferai tout pour la récupérer. La juge a haussé un sourcil. Maître Dunant a déposé le dossier. 247 pages. La juge a tourné les pages lentement. Elle a relevé la tête. Monsieur, vous avez un problème sérieux. Le 28 février, le jugement est tombé. Divorce prononcé aux torts exclusifs de Marc. Attribution de la maison des Charmilles à mon nom seul. Pension alimentaire de 9 200 francs par mois. Condamnation pour violence conjugale avec inscription au casier judiciaire. Interdiction de porter une arme pendant 10 ans. Et surtout, publication intégrale du jugement dans la Tribune de Genève et sur le site internet du tribunal, comme je l'avais demandé. Le 1er mars, la une, cadre genevois de 48 ans condamné pour violence conjugale et adultère, il avait giflé sa femme devant 50 témoins. Photo de Marc en grand, prise à la sortie du tribunal, les menottes au poignet. Son nom complet. Le nom de son entreprise. Le lendemain, il était viré.
Le directeur général l'a appelé personnellement, on ne peut pas garder quelqu'un dont le nom fait la une pour ça. Sophie l'a quitté le 3 mars. Elle a vidé l'appartement qu'il lui payait à eau vive et a laissé un mot, t'es fini, Marc. Trouve-toi une autre vache à lait. Sa mère a changé de numéro. Ses amis l'ont rayé de leur liste. Il a essayé de revenir chez ses parents à Colonie. Son père l'a renvoyé, tu nous fais honte. Le 15 avril, il a emménagé dans un studio de 18 mètres carrés à la Jonction, loyer 1200 francs, sans balcon. Il vend sa Porsche pour payer les premières pensions. Il prend le bus. Il fait la queue à l'aide sociale. Il boit. Beaucoup. Le 30 mai, il m'a croisé par hasard au Paquis. J'étais avec les enfants, on allait au cinéma. Il s'est approché, titubant, les yeux rougis. Camille? Les enfants se sont raidis. J'ai pris leurs mains. Ne t'approche pas. Tu as 500 mètres à respecter. Il a pleuré. En pleine rue. Je n'ai plus rien. Plus personne. Je dors avec des cafards. J'ai regardé ses chaussures trouées. Son costume devenu trop grand. Ses cheveux gris en bataille. J'ai répondu calmement, tu as choisi la violence. Tu vis avec. Je suis partie. Les enfants n'ont pas regardé en arrière. Aujourd'hui, 11 novembre 2025, j'ai vendu la maison des Charmilles. J'ai gardé l'argent. J'ai acheté un appartement au centre-ville, avec vue sur le Rhône. J'ai ouvert un compte épargne pour les enfants. J'ai repris mes études de lettres à distance. Je sors. Je ris. Je vis. Marc, lui, a disparu des radars. On dit qu'il dort dans sa voiture parfois. Qu'il boit du vin en carton sur les bancs du parc des Bastions. Qu'il appelle encore ma belle-mère en pleurant. Elle ne décroche plus. Hier, j'ai reçu une lettre écrite à la main, postée depuis un foyer d'urgence. Camille, je suis désolée. Vraiment. Je donnerais tout pour revenir en arrière. J'ai lu les 3 pages. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de la pitié. De la closure. J'ai brûlé la lettre dans l'évier. J'ai regardé les flammes lécher le papier. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai laissé la fumée s'échapper dans le ciel de Genève, gris et froid. Je ne suis pas heureuse. Pas encore. Mais je suis debout. Je suis entière. Je suis libre. Et lui, il paie. Chaque jour. Chaque nuit. Chaque regard qu'on détourne dans la rue. Et la violence qu'il a choisie a fini par ruiner sa propre existence. Et moi, j'ai reconstruit la mienne sur ses cendres.